En 2015, une commission d'enquête du Sénat évaluait à entre 70 à 100 milliards d'euros par an en France le coût de la pollution atmosphérique. En termes de santé publique, 48 000 décès prématurés en France et par an. En Île-de-France, Air Parif nous indique que 500 000 personnes sont exposées quotidiennement à un air très pollué dépassant des valeurs limites indiquées par l'Organisation mondiale de la santé, notamment en termes de NO2, le dioxyde d'azote. Alors des politiques publiques naissent dans le monde, en Europe, en France, à l'image des zones à faible émission. Quelles solutions ? Le GNV et le bio-GNV sont au rendez-vous de la zone à faible émission et nous allons en parler ensemble. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Frédéric Moulin, vous êtes le délégué territorial Val-de-Seine de GRT Gaz et à vos côtés, Jean-Michel Philippe, vous êtes le directeur général du syndicat intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France, Mobilité. Alors les chiffres que j'ai évoqués en introduction, vous les connaissez forcément et j'aimerais commencer avec vous, Frédéric Moulin, peut-être nous rappeler cette ZFE, de quoi s'agit-il et en termes de périmètre également. Bonjour à toutes et à tous. La mise en place de la ZFE, effectivement, a maintenant commencé sur le territoire avec un périmètre de restriction de l'accès aux véhicules les plus polluants à l'intérieur de la 86. Donc on est maintenant dans une dynamique où progressivement, effectivement, les véhicules les plus polluants se verront interdire l'accès dans la zone dense de la région Île-de-France. Alors, évidemment, en termes d'objectifs, je pense qu'on peut tous se réjouir de ce volontarisme pour faire en sorte de traiter et de prendre à bras le corps la question de la pollution atmosphérique que vous avez évoquée en introduction. Maintenant, une des questions à laquelle nous sommes confrontés, et nous en tant qu'opérateurs de réseaux gaziers parmi d'autres, c'est quelles sont les solutions possibles, accessibles, disponibles pour les acteurs économiques, pour les collectivités, pour les citoyens. Et c'est effectivement ce sujet que nous souhaitions aborder avec vous tous aujourd'hui. Absolument. On va détailler justement ces solutions. Et il y a de l'actualité très récente autour des ZFE, puisque depuis le 1er juin, vous le savez, jusqu'en 2024, en région Île-de-France, vous connaissez les petites vignettes critères. Et depuis le 1er juin 2021, on est au niveau critère 3. Donc il est urgent de trouver ces solutions et surtout de les mettre en œuvre, puisque ces solutions, on va en parler dans quelques instants. Effectivement, il y a urgence. La ZFE donc, a maintenant démarré, on peut le dire. Et on voit que d'ores et déjà, effectivement, ça pose des questions très opérationnelles pour des citoyens, pour des entreprises, pour des artisans, mais aussi pour des transporteurs. Et nous, ce qu'on regarde aujourd'hui, particulièrement avec les solutions GNV et bio-GNV, c'est plutôt la question du transport lourd dans une première étape. Ça va changer les habitudes de travail et donc forcément, il va falloir repenser l'accès des marchandises, l'accès du transport. Alors, avec beaucoup d'enjeux qui sont ouverts autour de cela. On va dire que les solutions techniques de motorisation étant une partie des solutions à mettre en œuvre. Ouais. Pour finir, la partie pédagogie, pour être sûr qu'on entende bien tous les mêmes choses derrière les expressions, GNV et bio-GNV. Frédéric, là aussi, un petit rappel. Le GNV, c'est l'utilisation du gaz naturel comme carburant, qui peut être utilisé sous deux formes, donc soit du gaz naturel qu'on appelle comprimé, donc finalement c'est le gaz que vous utilisez dans votre maison pour votre chauffage, mais qui est comprimé, utilisé à une pression de 200 bars, ou alors du gaz naturel liquéfié, donc c'est-à-dire qu'il est refroidi pour être utilisé sous sa forme liquide, et là on l'utilise plutôt pour les véhicules qui font de très longues distances. Et donc le bio-GNV ? Et le bio-GNV, eh bien, c'est la forme renouvelable du GNV et
particulièrement en Île-de-France, ça va être du biométhane qui va être produit dans des unités de méthanisation et ensuite qui va pouvoir être utilisé comme carburant. Il a les mêmes qualités que le gaz naturel. Et il a un gros avantage, c'est qu'en plus de la réduction drastique des émissions de polluants atmosphériques, donc ça c'est commun au GNV et au bio-GNV, le bio-GNV, lui, en plus, il a un impact carbone qui est très faible. Alors, je suis allée chercher quelques chiffres. En France, j'ai lu que la filière GNV en général était la plus dynamique d'Europe sur le segment poids lourd de transport. Vous commenciez à en parler pour le transport de marchandises. Alors, j'aimerais peut-être, Jean-Michel Philippe, que vous nous disiez cette filière en France, où en est-on aujourd'hui ? Oui, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, aujourd'hui, la filière du le poids lourd GNV est en pleine évolution, évolue rapidement. C'est vrai qu'on vient de loin parce que quand on se compare aux autres pays européens, on peut dire qu'en fait, il y a beaucoup moins de stations chez nous. Le pays qui en a le plus chez nous en Europe, c'est en Italie. Sauf qu'en Italie, ça s'est développé pour les véhicules légers. Chez nous, c'est pas la même chose. Il n'y a pas eu ce développement. Mais en revanche, aujourd'hui, et on va y revenir, pour le poids lourd, le GNV et le bio-GNV s'imposent comme une solution mature et c'est ce qui pousse au développement des stations, notamment des stations publiques. J'ai quelques chiffres que peut-être qu'on peut afficher une diapositive pour les voir également. Pour vous dire à quel point ça a augmenté et de manière rapide, en 2012, il y avait 18 stations publiques, donc sur tout le territoire national. Donc on voit à l'échelle du territoire, c'est quasiment rien. Si on fait un saut en 2018, là on passe à 103. Et pourquoi ? Parce que uniquement dans l'année 2018, il y a eu la création de 46 stations. Donc vous voyez, d'un coup, ça a démarré très fortement. En 2020, on a pu faire le bilan, on était déjà à 175 stations. Et on connaît déjà les chiffres parce qu'on sait ce qui est dans les tuyaux, si on peut dire. En 2021, on sera à 275 stations. Donc vous voyez ce développement qui est fort. Alors je veux bien que les chiffres nous soient affichés pour qu'on les ait bien en tête. Ils sont extrêmement importants en termes de tendance. Et si on regarde également, il y a un élément qui est intéressant, qui nous guide aussi, c'est les éléments de la PPE, qui donnait également des chiffres, mais qui... Donc le plan pluriannuel de l'énergie. Programmation, pardon, pluriannuel de l'énergie. Là, il n'avait pas les mêmes objectifs. Cette PPE prévoyait 140 stations, mais en 2023, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on en avait 175, 275 à la fin de l'année. Donc, vous voyez, ce n'était pas très ambitieux. Et en 2028, toujours la PPE, elle prévoyait 330 véhicules. Je encore rappelle, 275 à la fin de l'année. Donc, vous voyez, les ambitions gouvernementales n'étaient pas à la hauteur de ce que prévoyait la filière. Depuis longtemps, la filière le dit. C'est en train de se développer parce que il faut regarder les utilisateurs. Si vous discutez avec la Fédération nationale du transport routier, eux reconnaissent qu'aujourd'hui, l'alternative au diesel, et ça, avec la ZFE, on est en plein dedans. Aujourd'hui, pour eux, la seule véritable, c'est le gaz naturel avec le côté bio, avec le bio-GNV. Parce que c'est une solution qui est d'une part mature, mais qui se fait à un coût à peine supérieur pour l'acquisition des véhicules, mais qui se compense par un prix du carburant qui est inférieur. Alors pour que cette tendance puisse se matérialiser dans les faits, des acteurs comme vous, le CIGF avec GRT Gaz, alors vous êtes d'ailleurs tous les deux adhérents, enfin vos structures, vos organisations sont adhérentes de l'Association nationale du GNV, c'est important de le préciser. Voilà, ces tendances, elles ne se mettent pas en place naturellement. Il y a des actions fortes qui sont menées. Et Jean-Michel Philippe, le CJF a été à l'initiative de la création d'une SEM, Société d'économie mixte, mobilité, SEM Mobilité. On n'attend pas forcément un syndicat comme le vôtre sur ces sujets. Pourquoi il a été créé ? C'était en 2016, je crois. Alors, le syndicat, le CIGF, lui, il est né il y a un peu plus de 110 ans, en fait, pour développer le réseau de gaz naturel. Ce réseau, à l'époque, existait à la ville de Paris, mais il n'y avait pas en banlieue. Donc, ce sont ces communes qui sont regroupées dans ce syndicat pour développer ce réseau. Le réseau, maintenant, est bien développé. En revanche, il y avait un autre enjeu, c'est de développer un autre réseau, mais un réseau de stations GNV.
Et si aujourd'hui je vous mets en évidence, je vous montre que ce réseau se développe rapidement, se développe bien, pour autant, quand on a créé cette société d'économie mixte, CIGEF Mobilité, en 2016, on avait fait le constat que 2015, on était à 50 stations publiques pour tout le territoire national. Et en Île-de-France, on était à 4 ou 5 stations publiques pour toute l'Île-de-France. On voit bien que si on veut que ce carburant, cette alternative se développe, ben, il faut qu'il y ait des stations. Parce qu'une fois qu'on a demandé aux transporteurs d'utiliser ce carburant, c'est bien beau, mais il faut aussi qu'ils puissent faire le plein. C'est la raison pour laquelle on s'est dit, le privé y va, pas forcément très vite, mais il y va, mais il faut qu'on l'aide. Ça fait partie de nos missions d'intérêt général. Donc, parce que vous savez, toujours pareil, le syndrome de la poule et de l'œuf, il n'y a pas de station, donc il n'y a pas de véhicules, mais inversement, pour qu'il y ait des stations, il faut aussi qu'il y ait des véhicules. Donc nous, on n'a pas attendu d'avoir, comme ça pouvait se faire jusqu'à maintenant, des transporteurs qui s'engagent vraiment à utiliser du GNV, bio-GNV pour garantir l'équilibre financier. On s'est dit, on sait qu'il y a des endroits où il y a de la demande. Les premières stations qu'on a commencé à construire, c'était dans des ports. D'abord le port de Bonneuil-sur-Marne, Gennevilliers. On ne pouvait pas tellement se rater, hein. La logistique, elle est présente, elle est même très présente, elle se développe beaucoup. Donc on savait que la demande allait venir. On a donc construit ces stations. Maintenant, à Bonneuil-sur-Marne, ça fait 4 ans. Et la station, on a vu un développement fort. On peut se dire qu'après coup, on avait raison. À Gennevilliers, la station est plus récente, elle a 1 an maintenant, mais elle se développe aussi beaucoup parce qu'on va y revenir. On se situe à l'intérieur ou juste à côté de la ZFE. Et demain, quelles alternatives pour les véhicules ? Alors, je le précise, cette SEM Mobilité, elle a été créée avec la Caisse des dépôts, la région Île-de-France, GRT Gaz et également 3 syndicats de gestion des déchets. On y reviendra parce que c'est, à mon sens, assez intéressant. Donc, vous disiez 5 stations il y a quelques années en Île-de-France. Aujourd'hui, on est autour de 45, je crois, quelque chose comme ça. Alors, en station publique, je pense qu'on est... alors, il y a peut-être des stations privées dedans, parce qu'en station publique, à ma connaissance, aujourd'hui, on en a 23 en Île-de-France. D'accord. Sur ces 23, nous, on a participé. On en a 4 qui sont en fonctionnement. J'ai cité Gennevilliers, j'ai cité Bonneuil. Et il y a également Vissou et Noisy-le-Grand. Et on en a 2 en construction. Une à Réau, qui sera un peu particulière pour nous, parce que jusqu'à maintenant, on avait fait des stations qui distribuent du gaz naturel comprimé. Frédéric nous a expliqué la différence entre le comprimé et le liquéfié. Mais eu égard à sa position qui est juste à côté de l'autoroute A5, on s'est dit également que ça avait du sens de mettre dans cette même station, on a un grand terrain, 5000 m², de la distribution de gaz naturel liquéfié, parce que là aussi, en parallèle du gaz comprimé, ça se développe, parce que les transports de longue distance, demain, si on veut que ce soit aussi avec un carburant alternatif, ben, il y a guère d'autres solutions que le gaz naturel liquéfié. Donc on a fait du gaz comprimé, liquéfié. On a également en construction une petite station à Saint-Denis, au cœur de la ZFE. Donc là, on y est vraiment. Mais je vous disais qu'à Réau, on était sur 5000 m². À Saint-Denis, on est sur une station de 500 m². Mais il y a des véhicules plus petits, mais qui auront également des besoins. Demain, tous vont être impactés par cette ZFE. Il faut que les artisans, les PME aient aussi des solutions d'avitaillement. Alors, vous avez évoqué, Jean-Michel Philippe, des enjeux d'emprise au sol, 5000 m² d'un côté, 500 de l'autre. Frédéric Moulin, est-ce que le déploiement de ces infrastructures, de ces stations de GNV, bio-GNV, n'est-ce pas un enjeu d'aménagement du territoire, tout simplement, et comment on relève ce défi ? Il y a effectivement un enjeu très fort d'aménagement. À mon sens, ce qu'on peut souligner dans l'initiative qui est née avec CIGEF Mobilité, c'est justement, et Jean-Michel me démentira si je me trompe, mais cette volonté d'aller vers une sorte de planification territoriale, si on peut dire, hein. Donc, c'est-à-dire organiser sur le territoire l'avitaillement dont les acteurs ont besoin. Moi, si j'observe ce qui se passe dans d'autres régions, dans d'autres territoires, finalement, la volonté n'est peut-être pas tout à fait la même. Et en tout cas, il me semble que ça va tout à fait dans le bon sens de chercher à organiser l'avitaillement. On sait bien que
surtout les carburants alternatifs ou les mobilités alternatives, cette nécessité d'organiser l'avitaillement sur le territoire est absolument décisive. Là, pour le coup, ce qui est peut-être un peu plus compliqué, c'est que ça doit répondre aux demandes d'acteurs économiques extrêmement diffus. On est à la fois sur des problématiques, on va dire, d'implantation d'entreprises, donc ça c'est assez facile à identifier. Un entrepôt, une entreprise de transport, etc. Donc ça, on sait l'identifier. Il faut essayer de croiser ça avec des logiques de flux, donc des flux comme ceux de l'autoroute A5 par exemple, pour essayer de trouver les meilleurs emplacements et pour essayer aussi au final que tout ça ait un peu de sens quand on dézoome et qu'on regarde avec un peu plus de hauteur. C'est un exercice compliqué, qu'il est d'autant plus parce qu'en Ile-de-France, et Jean-Michel le sait bien, aller chercher du foncier pour créer des stations est un sacré défi. Mais il me semble que petit à petit, on va arriver à cette vision. Alors moi, le vœu que je forme est particulièrement au moment où on va entrer dans la révision du schéma directeur de la région Île-de-France, donc le SDRIF, c'est qu'effectivement, ces sujets-là de planification, des nouvelles formes de mobilité et des carburants alternatifs trouvent sa place dans cette révision. Alors, c'est justement la question que j'avais envie de vous poser pour peut-être affiner un peu plus ce point-là. Quand on parle d'aménagement du territoire, et ben forcément, on pense collectivités qui ont ces compétences, que ce soit sur le volet urbanisme, développement économique, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez les collectivités solliciter la SEM Mobilité pour se dire, ben voilà, à 10-15 ans, comment on développe l'offre? Parce que les collectivités, c'est l'aménagement du territoire, mais c'est aussi des flottes de véhicules qui vont être utilisateurs de ces stations. Effectivement, il y a plusieurs sujets pour les collectivités. Traditionnellement, c'est plutôt par l'angle des flottes captives, des flottes par exemple de bennes ordures ménagères que le sujet a été appréhendé par les collectivités. On a aussi en Ile-de-France un sujet majeur, là pour le coup, qui nous ouvre un développement absolument massif. C'est la question du transport public et des bus. Ile-de-France Mobilité aujourd'hui, ce qui est sans doute le programme le plus ambitieux en Europe de transition écologique d'une flotte de 10 000 bus. Donc, ce qui veut dire pour le GNV, bio-GNV, une soixantaine de centres-bus qui vont être convertis au gaz. Donc, c'est absolument colossal. Mais pour les collectivités, effectivement, il y a aussi l'enjeu de proximité. Donc, dans un SCOT, dans un PLUI, dans un PCAET, comment est-ce qu'on traite ces questions-là en relation avec les acteurs économiques? On l'a dit et on va le répéter. Finalement, ceux qui vont être demandeurs de solutions pour la mise en œuvre de la ZFE, ce sont les transporteurs, ce sont les artisans et ce sont les citoyens au final. Et il me semble que les collectivités ne vont pas avoir le choix et vont devoir traiter ça dans les meilleures conditions possibles. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de simplifier le sujet en disant un problème égale une solution. Ça pose des problématiques un peu complexes. Alors, foncier, circulation de véhicules, et puis, effectivement, essayer de réfléchir dans un terme moyen, ce qui n'est pas simple aujourd'hui. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on propose, si on peut dire, c'est que aujourd'hui, avec du GNV, bio-GNV, on peut commencer à engager cette transition avec des solutions opérationnelles donc, qui déjà répondent pour une partie des utilisateurs, le transport lourd, dans des conditions d'aménagement, on va dire, et de foncier qui finalement peuvent être relativement maîtrisées. Il peut y avoir des solutions de stations privatives ou des solutions de stations publiques, des solutions mutualisées. Bon, les solutions, elles sont possibles en dialogue avec les collectivités et puis avec les acteurs économiques surtout. Ce que j'entends en filigrane dans vos propos, c'est que ce sont de véritables logiques de partenariat multi-acteurs qui peuvent permettre d'accélérer encore ce mouvement que vous avez initié en Ile-de-France. Peut-être Jean-Philippe. Ce travail, on le conduit de manière régulière avec les communes. Je vais prendre deux exemples. La première, c'est la station de Noisy-le-Grand qu'on a construite au bord de l'autoroute A4. On a pu le faire parce que la commune a eu une démarche pour accompagner la transition énergétique et la mobilité propre, la mobilité durable. Elle a recherché sur son territoire où étaient les espaces où on pouvait créer ces ou cette station.
et elle a mis à profit un délaissé de voirie au bord même d'une autoroute, un terrain dont elle ne faisait rien, qui était particulièrement bien placé parce qu'il y a toujours une préoccupation des élus, et ça je peux très bien le comprendre, c'est qu'ils sont pour la mobilité propre, pour autant ils n'ont pas envie qu'il y ait des poids lourds qui viennent chez eux, et c'est tout à fait naturel. Donc là, sur l'exemple de cette station à Noisy-le-Grand, on est situé à proximité de l'autoroute, évidemment d'une sortie d'autoroute, et avec une possibilité d'accès à la station directement à partir de l'autoroute et d'un retour uniquement en passant par un quartier qui n'est pas pavillonnaire, qui fait le tour d'un bâtiment tertiaire, ce qui fait que ça ne gêne pas la population de Noisy-le-Grand, et ça permet d'une part aux automobilistes, surtout aux poids lourds, de passer au GNV, mais également ça permet à la commune de passer une partie de son parc, peut-être les plus gros véhicules, les véhicules utilitaires au GNV et au bio-GNV, mais également, il ne faut pas oublier que les collectivités sont également donneurs d'ordre pour la collecte des ordures ménagères. Ça veut dire toutes ces bennes à ordures qui passent sur les communes. Les communes qui disposent à proximité au moins d'une station d'avitaillement peuvent dire à leurs exploitants « je ne veux pas de camions diesel ». On peut le dire quand ces entreprises ont la solution d'avitaillement. Celles qui ne l'ont pas, on peut le mettre dans le cahier des charges, ce ne sera pas réaliste. Donc là, cette commune a fait ce choix, a permis de valoriser ce terrain. On lui loue le terrain, on lui reverse un loyer. Donc c'est également une petite entrée économique, mais elle permet aux entreprises qui sont situées sur sa commune, demain, de ne pas être gênées, entre guillemets, par les contraintes de la ZFE. Ces entreprises auront une solution pour faire le plein, pour utiliser du GNV. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de toutes les communes. Alors, il y a un véritable enjeu, celui du foncier. Vous l'avez dit, dans certaines communes, on peut avoir du foncier, mais on ne veut pas générer du trafic supplémentaire. Et puis aussi le foncier, notamment en zone dense en Ile-de-France, il est rare. Donc ce qui est rare est cher. Donc il y a aussi un enjeu en termes d'équation, parce que se dire, voilà, j'octroie X milliers ou centaines de mètres carrés pour une station, eh bien, ça ne sera pas aussi rentable qu'une autre opération. Mais vous avez tout à fait raison. En zone dense, c'est très compliqué. On en fait le constat. Je vous ai cité une station à Saint-Denis de 500 mètres carrés. On a trouvé le terrain après 3 ans de travail qui a été réalisé par le département pour arriver à trouver ce terrain. Mais comme ce terrain, il n'était pas utilisé, vous pouvez imaginer que ce n'était pas le plus pratique possible. Donc, on a dit OK, il est adapté à la construction d'une station. On sait qu'on a dû faire des travaux. On va réaliser des travaux importants, par exemple un mur de soutènement, parce que le terrain est en pente. Je ne veux pas dire qu'il est mal foutu, mais on va dire que ce n'est pas le plus pratique. Donc ça veut dire des travaux relativement importants pour une station qui va rester une petite station. C'est normal, ça ne va pas être une station qui va accepter les plus gros poids lourds. Là également, on ne veut pas attirer les plus gros poids lourds. De toute façon, vu la surface qu'on a, ils ne pourront pas rentrer. Donc on va quand même l'aménager pour toutes ces petites entreprises, ces artisans. Mais c'est un exemple, on aura du mal à le reproduire. Peut-être que pour trouver du foncier, une des pistes, ce sera de se tourner vers des stations-service qui existent aujourd'hui. Stations-service dont l'avenir est quand même lié à l'évolution de la réglementation. Elles savent qu'en 2024, elles ne pourront plus vendre beaucoup de diesel, 2030, plus beaucoup d'essence. En fait, on peut peut-être trouver là également un accord, un partenariat. Nous, on cherche du foncier pour ces stations, mais elles-mêmes, on peut se dire qu'elles ont besoin de maintenir leur activité, leur chiffre d'affaires, et peut-être que d'évoluer soit vers des stations GNV, soit vers de la recharge électrique ou demain de l'hydrogène, ce sera peut-être un débouché qui leur permettra de continuer à avoir une activité. Alors, Frédéric Moulin, on a bien compris que les solutions aujourd'hui, elles existent. Il y a des marges de manœuvre pour s'adapter, des solutions qui correspondent aux besoins locaux. J'aimerais qu'on partage en fait peut-être une idée des grandes étapes. Une collectivité vient vous voir, l'Association nationale du GNV, GRT Gaz, la SEM Mobilité. Les grandes étapes d'un projet, ça va être quoi? Et entre l'idée de se dire oui, je veux une station chez moi et l'ouverture, le premier plein, en fait, il se passe combien de temps et quelles sont les étapes?
Alors je pense que Jean-Michel pourra répondre un peu plus précisément que moi, puisque c'est vraiment lui le monteur de projet. Mais vous l'avez compris, une des premières clés, c'est identifier le bon foncier qui va permettre de développer un projet. Ensuite, j'ai plutôt l'impression que les choses se déroulent alors avec les aléas d'un projet et d'un chantier, mais effectivement, ce qui demande beaucoup de temps, c'est identifier le foncier. Mais Jean-Michel, tu peux peut-être compléter ma réponse. Je crois qu'on l'a dit et redit, la clé, c'est le foncier. Si on ne trouve pas de foncier, on ne fait pas de station. Et le foncier, il faut qu'il soit au bon endroit. Parce que, évidemment, que nous, on va rechercher un modèle économique. Mais je dirais que le modèle économique, on l'a, si ce foncier est utilisé, si la station est utilisée, ça veut dire qu'elle répond à un besoin. On ne peut pas créer une station à un endroit tout simplement parce qu'on a trouvé du foncier et on est content de trouver du foncier. Non, s'il n'y a pas d'utilisateur, on a raté notre coup. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir un service à tous ceux qui vont rechercher une solution d'avitaillement. Donc, mais normalement, on doit trouver des solutions qui correspondent d'une part aux utilisateurs et qui ne devraient pas gêner la commune. Nous, notre objectif, c'est de se situer, comme je vous l'ai dit, là où sont les entreprises. Donc, ce qu'on explique aux élus, parce qu'il faut beaucoup expliquer, parce que la question de l'acceptabilité est importante, c'est qu'on va se mettre là où sont déjà les entreprises, là où sont déjà les camions. Et en fait, qu'est-ce qu'on propose aux élus? C'est de dire, les camions qui circulent sur votre territoire, demain, ils pourront circuler au gaz naturel renouvelable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'émissions quasiment de particules, ça veut dire 2 fois moins d'oxyde d'azote, ça veut dire moins de bruit, et pour la plupart, de plus en plus, du gaz renouvelable, ça veut dire moins d'émissions de CO2. Voilà ce qu'on propose, c'est de convertir ces camions, cette flotte de camions, à une énergie renouvelable. C'est comme ça qu'on peut faire comprendre et faire accepter aux communes. Après, sur l'aspect procédure, pour ce qui nous concerne, nous, une fois qu'on a identifié un terrain, on va faire un appel d'offres, on va chercher ceux qui savent les construire et les exploiter. Ça veut dire, aujourd'hui, on a comme exploitant Total Energy sur 3 de nos stations. On a Endesa, un énergéticien qui vient d'Espagne et qui est une filiale d'un énergéticien italien qui a beaucoup investi dans les stations GNV. Demain, il exploitera 3 de nos stations également, mais également GNV, filiale d'Engie. Demain, ce sera encore d'autres. Ce sont ceux qui savent construire les stations. Donc, on a une phase. Alors là encore, une fois qu'on a eu l'accord, et qu'on a fait notre appel d'offres pour sélectionner l'entreprise, on passe par les procédures administratives, c'est-à-dire le dépôt d'un permis de construire. Nous, on trouve ça toujours trop long, mais c'est 3 mois environ. Mais après, il faut être certain que ce qu'on appelle dans notre jargon, il soit purgé de tout recours, c'est-à-dire 2 voire 3 mois de plus. Et après, on peut passer la phase de construction. On peut presque dire à un moment donné que la phase de construction, ce n'est pas forcément le plus long. C'est tout ce qui précède et qui est long. Au global, on sait qu'à partir du moment où on a obtenu un terrain, il faut entre 18 et 24 mois pour que la station sorte. Ça veut dire qu'il faut anticiper, et pas mal de temps à l'avance. Et je reviens encore, vous allez me dire, j'ai que ça en tête, mais le ZFE 2024, c'est demain. C'est demain. Et je vous dis qu'il faut 2 ans pour construire une station. Ça veut dire que, en fait, il ne faut plus perdre de temps si on veut que les entreprises locales, elles puissent continuer leur activité, tout simplement, je dirais. Oui, tout simplement. Et donc, le message que j'entends, c'est aujourd'hui, pour les collectivités, quelle que soit finalement leur taille, c'est pas un seul plan local d'urbanisme, pas un seul plan local d'urbanisme intercommunal, SCOT, vous évoquiez les schémas de cohérence territoriale, etc., sans intégrer dès maintenant ces enjeux pour les planifier, pour anticiper au mieux. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que les aménageurs, les promoteurs, ceux qui ont du foncier pour de la logistique, jusqu'à maintenant, le réflexe de garder un terrain pour aller faire une station, parce que si on fait des stations pour les poids lourds, l'ordre de grandeur, c'est entre 2000 et 5000 m². Donc, vous voyez, sur une zone d'aménagement, c'est pas neutre. Et il faut quand même citer le PA Sénart. Je le cite parce que c'est le premier
qui, dans le cadre de l'aménagement de son secteur logistique, le PA Sénart à côté de Marne-la-Vallée, a identifié du terrain, a réservé du terrain pour faire une station, 5000 m². C'est ce qui va nous permettre de construire une belle station où il y aura du bio-GNC. D'ailleurs, l'offre qui nous a été faite du Gène Vert, c'est de ne distribuer que du bio-GNC, que du gaz renouvelable sur cette station pour la partie comprimée. On a même également, on a prévu l'avenir parce que là on parle beaucoup de bio-GNV parce que c'est la solution immédiate. Mais on sait tous que dans l'avenir, il y aura également une solution avec l'hydrogène. Donc on a prévu sur notre terrain un espace pour accueillir des installations qui demain distribueront de l'hydrogène. Ce seront des solutions complémentaires. Là également, comme l'électrique, comme le gaz naturel et l'hydrogène. Il ne faut pas les opposer parce que oui, on est dans une logique de mix énergétique. Pour trouver là des encore. solutions alternatives, on aura besoin de toutes ces solutions. Alors, je vous propose de nous poser des questions, vous qui êtes ici avec nous, et puis également à vous toutes et tous qui nous suivez en ligne. Le chat est à votre disposition. Ma tablette reçoit ici sous vos yeux en simultané vos questions. Alors, une première question pour vous, Frédéric Moulin. On a bien compris GNV, bio-GNV. Pour GRT Gaz, c'est quoi la trajectoire d'évolution entre ces deux solutions? Donc GRT Gaz est un opérateur de réseau gazier, donc un réseau dans lequel circule aujourd'hui, pour quasi-totalité, du gaz naturel fossile. La trajectoire, elle est claire aujourd'hui. C'est une trajectoire à la fois qui s'inscrit dans le schéma de baisse des consommations de gaz en France et une transformation complète à l'horizon 2050, donc pour aller vers la neutralité carbone, avec une combinaison entre du gaz issu de méthanisation, de techniques comme la pyrogasification, et puis aussi un complément qui sera apporté par l'hydrogène, puisqu'on commence à réfléchir à la conversion d'une partie de notre réseau à l'hydrogène. Je crois que vous travaillez avec la RATP qui développe justement le bio-GNV pour leur centre de bus. Là aussi, il y a aussi une demande qui vient du terrain pour aller résolument sur ce bio-GNV. Il y a une demande du terrain, les opérateurs de transport public, la RATP, vous l'avez cité, mais pas seulement. C'est aussi Île-de-France Mobilité, effectivement, qui est à la manœuvre dans cet objectif. Des acteurs du transport, des acteurs de la logistique, des acteurs du commerce. Alors on pourra en citer beaucoup. Alors je suis un opérateur de service public, donc je ne vais pas en citer un seul pour ne pas en oublier, mais tous les grands logisticiens aujourd'hui, toutes les grandes chaînes de distribution de commerce, etc., maintenant ont intégré le bio-GNV, alors avec souvent une vraie volonté effectivement pour aller vers la neutralité aussi. Et puis moi ce que je note aussi, c'est que sur le territoire francilien, il y a une vraie cohérence entre le développement fort de l'utilisation du GNV et le développement de la production effective de biométhane sur le territoire. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que la demande ne risque pas de dépasser les capacités? Là aussi, il faut anticiper. Alors, on a souvent cette question. La région Île-de-France, dans sa stratégie énergie-climat, a défini un objectif de production de 5 TWh de biométhane à l'horizon 2030. On peut estimer, alors dans des premières approches un peu grossières, hein, mais que le développement de l'utilisation du biométhane comme carburant pourrait représenter aux environs de 2 TWh. Donc on a largement sur le territoire francilien de quoi couvrir l'utilisation donc du biométhane comme carburant. Donc vraiment pour les opérateurs qui veulent utiliser du bio-GNC, du bio-GNV. Alors vous aurez compris qu'il y a beaucoup de noms. Hein, donc, oui, voilà, des fois on passe assez pour comprimer. Voilà, mais en tout cas, donc la forme bio du GNV, il y a tout à fait le potentiel de production sur le territoire. Et finalement, si je comprends bien, sur l'ensemble de la filière, donc de la production de ce biométhane jusqu'à l'utilisateur final, c'est cette même logique de travailler ensemble pour anticiper. Je crois que vous travaillez même auprès des agriculteurs qui sont porteurs de projets. Bien sûr, aujourd'hui, le développement de la méthanisation sur le territoire, c'est principalement la filière agricole. Il ne faut pas sous-estimer,
et je crois qu'il faut même aller vers l'accélération de projets qui vont avoir des formes plus urbaines. On est évidemment sur un territoire avec une zone dense importante. Quand on parle de valorisation des déchets, j'entends beaucoup depuis ce matin parler de biodéchets. On a des opérateurs importants de traitement de déchets, de boues d'épuration. On a toute une chaîne urbaine qui s'oriente vers la production de gaz renouvelable. Et ça offre évidemment un potentiel important et ça permet, je pense, assez facilement de mettre en relation les besoins des collectivités et les attentes des citoyens. Donc je crois qu'on a vraiment une solution qui est intéressante à cet égard. On est, il me semble, dans les logiques d'économie circulaire, circuit court, économie circulaire. Et je le relevais tout à l'heure, je suis sûr que vous vous en souvenez, lorsqu'on évoquait qui constitue cette SEM, il y a 3 syndicats de gestion des déchets. Donc vous les sentez vraiment partie prenante. C'est un débouché clairement identifié dans une logique de filière. Si je prends l'exemple du SICTOM, qui est le syndicat de traitement des déchets de la métropole du Grand Paris. Le CIGEF s'est associé avec le SICTOM pour la construction d'une unité de méthanisation à Gennevilliers. Je vous parlais à l'instant de la station que l'on avait à Gennevilliers, mais demain, dans 2 ans, on aura une unité de méthanisation qui va fonctionner en traitant des biodéchets de la métropole, qui va permettre une injection de biométhane dans le réseau. Et en fait, ce biométhane permettra d'alimenter les 2 stations, puisqu'actuellement, il y a la nôtre, mais il y en a une autre de station bio-GNV qui est sur le port. Et ces 2 stations pourraient être alimentées même à 100% par cette unité de méthanisation. Donc le biométhane, pour nous, filière GNV, c'est la continuité. Quand il y a quelques années, on parlait de GNV, mais aujourd'hui, nous ne parlons tous plus que de bio-GNV, parce que c'est l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est que les mêmes installations qui aujourd'hui en fait distribuent essentiellement du GNV vont progressivement distribuer de plus en plus de bio-GNV. Et au niveau national, aujourd'hui, il y a une progression également intéressante. Il y a un peu plus de 17% du gaz qui est distribué sous forme de carburant, qui est en fait du gaz renouvelable. Et ça évolue constamment. Et pour ce qui concerne notre SEM, quand nous attribuons les appels d'offres, nous mettons évidemment, comme tout le monde, des critères. Et on a un critère fort qui représente 20%, qui est l'engagement que prend l'exploitant à vendre une part de bio-GNV dans les ventes de carburant. Et est-ce que l'exploitant peut aller plus loin que ces 20% que vous imposez ? Nous, alors, 20%, c'est la part de la note. Après, on n'impose pas la quantité. Et là également, pour l'illustrer, oui, pardon, je faisais la confusion. Quand on a commencé, on a eu des offres parce que les entreprises manquaient de visibilité sur l'évolution. Entre-temps, il y a une nouvelle réglementation sur le biométhane, l'injection. Donc, on comprend qu'elle manquait de visibilité et on a eu un engagement de 10%. C'était peu, mais c'était un minimum. Progressivement, on est monté à 15% parce qu'on commence à avoir plus de visibilité et on sent que la demande en bio est de plus en plus importante. À Saint-Denis, il y a 1 an, on a eu Endesa qui nous a fait une proposition d'avoir un minimum de 30%. Et je vous parlais de la station de Réau où là, JNVR nous a fait une offre en nous certifiant qu'il ne vendrait que du bio-GNV. Donc vous voyez cette évolution. Mais si JNVR a pu nous faire cette offre, c'est parce qu'il sent bien que ses clients, la grande distribution notamment, maintenant, après avoir commencé avec du GNV, s'oriente de plus en plus vers du bio-GNV. Et ce qui est également intéressant, parce que vous parliez également d'économie circulaire, c'est que GNVR a acheté la production de biométhane sur la commune même où va se trouver la station à Réau. Donc, d'un côté, ils achètent la production de biométhane et juste à côté, sur la commune, ils vont vendre ce bio-GNV dans la station. On ne peut pas faire de circuit plus court là. Une question nous vient sur Internet. Est-ce que lorsqu'il y a une installation d'une station, est-ce qu'il y a des enjeux de sécurité particulière par rapport au GNV, bio-GNV ? Je dirais les stations de GNV sont un peu comme les autres stations de carburant. Elles sont soumises à une réglementation des ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Donc nous, on est sous le régime de la déclaration parce que les quantités qui sont produites par les compresseurs et les stockages nous permettent de rester en deçà du régime de l'autorisation.
qui n'est pas un problème en soi, mais c'est un peu plus lourd comme procédure. Et je vous disais qu'on met déjà entre 18 et 24 mois pour faire sortir une station. C'est la raison pour laquelle, dans certains cas, et on est en train de le faire, on commence par des régimes de déclaration, ICPE, il suffit de déclarer, il n'y a pas d'attente. Et puis quand on verra la demande augmenter, on pourra notamment, je reviens sur la station de Réau, la plus importante, par la suite, faire une demande d'autorisation pour augmenter sa capacité, parce que la station le permet, et on est situé dans un endroit où il y a autour de, je crois qu'il y a 550 000 mètres carrés d'entrepôt logistique. Donc vous imaginez le nombre de véhicules, ce qui veut dire que peut-être que demain, on aura énormément de demandes, et il faudra augmenter la capacité de la station. Une autre question, tout à l'heure j'évoquais les partenaires de l'ASEM, région, caisse des dépôts, etc. Et puis il y a aussi l'Europe, mais plus sur des projets. Je crois que le syndicat a été lauréat avec des financements à la clé. Ça permet, c'est un levier important pour accélérer. Mais effectivement, en 2018, on a répondu à un appel à projet européen pour la décarbonation des transports. Et notre projet de construire de 8 stations. À l'époque, il y a 3 ans, on avait en perspective 8 stations, associées à d'autres opérateurs. Fréquin, qui est un opérateur d'envergure européenne pour la location des véhicules utilitaires, et TAB Transport, qui est une entreprise qui est particulière parce qu'elle fait beaucoup de transports ferroviaires dans un premier temps pour faire les grands axes nord-sud, et après le dernier kilomètre au sens large, si on peut dire, elle souhaite le faire avec du gaz naturel et maintenant du bio-GNV, comme on l'a dit. Donc, avec ces 3 partenaires, la SEM-CIGEF Mobilité a été le coordonnateur, a déposé ce dossier auprès de la Commission européenne et notre projet a été retenu. Et pour nos 3 partenaires, alors je détaille, Fréquin, c'est vrai, il a prévu de louer 300 véhicules et TAB d'en acheter 30. Donc, à tous les 3, on a obtenu une subvention de 5,7 millions d'euros pour construire les stations et acheter et vendre ces 330 véhicules. Alors, une autre question nous est proposée par les internautes et ensuite, il faudra vous déplacer au micro, monsieur. Peut-être plutôt pour Frédéric Moulin. Est-ce que aujourd'hui, la filière GNV, bio-GNV est accompagnée dans le cadre du plan de relance en France, parce que c'est vrai qu'on a entendu, il y a des crédits importants pour tout le volet transition écologique, énergétique. Est-ce que vous êtes concerné, votre filière, par ce dispositif ? Alors, je ne sais pas répondre précisément à cette question. Je ne crois pas que directement la filière GNV soit accompagnée dans le plan de relance. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que depuis quelques années, et c'est notamment dans le cadre de dispositifs fiscaux, le développement du GNV est accompagné par les pouvoirs publics. On a notamment un dispositif de suramortissement qui bénéficie aux entreprises, donc qui est vraiment un signal important. Effectivement, c'est important qu'il y ait des signaux qui sont envoyés aux opérateurs économiques. Jean-Michel l'a dit tout à l'heure. Un transporteur qui va choisir de transformer une partie de sa flotte, il va le faire avec suffisamment de visibilité pour calculer ce qu'on appelle son TCO, donc son coût total sur la vie du véhicule. Et donc, il a besoin de visibilité sur les mécanismes fiscaux et donc, au final, pour voir si le jeu en vaut la chandelle. Aujourd'hui, avec le GNV, on a ces signaux-là. Donc, finalement, on est dans des équations économiques qui, en tout cas pour les véhicules lourds et pour les transporteurs, permettent de franchir l'étape. Et puis après, effectivement, comme Jean-Michel l'a dit, un certain nombre de dispositifs à l'aide au développement de stations. Une des problématiques quand même, puisque on parle du sujet de la ZFE, c'est que vous avez entendu qu'aujourd'hui, nous, on montre l'exemple sur les véhicules lourds, mais effectivement, il y a toute une gamme de véhicules légers, en particulier véhicules utilitaires. Oui, les petits utilitaires. Voilà, qui, sans doute, a peut-être moins de solutions immédiatement disponibles. Donc ça, c'est un des sujets sur lesquels, effectivement, il faut travailler. Alors, je vous propose de vous approcher du micro, monsieur. Bonjour, on parlait des VL, c'est un peu ma question. Moi, je dirige une entreprise d'insertion qui peint des candélabres
et un peu d'éclairage public. Donc nous, on a des nacelles. On est aujourd'hui, dans le cadre du plan de relance, j'en avais parlé, accompagné, puisqu'on est dans l'économie sociale et solidaire. On transforme notre parc véhicule en ce moment. Donc on est en train de commander des véhicules GNV, et vous l'avez dit, peu de choix, pour avoir ensuite des moyens de levage dessus. Donc c'est des packs électriques et GNV. On a trouvé homologué que Iveco, qui est le seul à pouvoir le faire. Donc, et après vient le problème de l'approvisionnement dans nos équipes. Donc là, on est sur 5 camions. Et comment on va impacter l'organisation de nos chantiers avec ces stations, où elles sont par rapport au flux de nos agents. Et on réfléchit avec mon associé à installer sur notre site une micro-station. Et je veux savoir qu'est-ce qui était conçu, existant. Je sais qu'aujourd'hui, des gens qui sont des loueurs de voitures ont des espèces de petits dispositifs. C'est Madic qui fait ça, qui sont des équipementiers de station, qui 5000 litres, un peu de diesel, un peu d'essence, ils font le plein de leur véhicule de location pour éviter d'aller aux stations. Est-ce que ça... Alors on m'a parlé de charge lente, qui évite d'être trop complexe techniquement. Et faut quel foncier, faut quel coût, il y a quelle aide? Parce que moi, je suis un client demain pour installer sur notre site, on est à Morangis, dans la ZAC de Morangis, et on a du foncier à nous d'installer une bonbonne, une grosse cuve, quoi, et éventuellement de la microstation. Alors, vu que le temps file, je vous propose qu'en un mot, vous nous disiez est-ce que c'est faisable ou pas, et qu'ensuite vous en discutiez pour peut-être sur des aspects très opérationnels et de prise de contact concret. Alors, techniquement, il n'y a pas énormément de solutions, mais la solution existe. Maintenant, si vous êtes à Morangis, moi je vous dirais, allez à Vissou. On a une très belle station de 4 pistes et qui n'est pas saturée. Donc je pense que ce sera, à mon sens, beaucoup plus simple d'aller à une station publique qui est quand même pas très loin de chez vous. Je comprendrais plus votre position si vous étiez éloigné d'une station publique. Mais quand on a une station publique, à mon avis, c'est beaucoup plus simple parce qu'une station, ça demande un certain investissement. Puis après, il faut l'entretenir. C'est assez sensible. Ce n'est pas une station de carburant classique. Merci pour ces éléments et je trouve que c'est très bien de finir avec un exemple concret. La demande, elle existe sur le terrain et il faut donc pouvoir apporter les solutions et on en a vu de beaux exemples. Merci à vous Frédéric Moulin, merci à vous Jean-Michel Philippe pour ces échanges. Belle continuation à vous. Et évidemment, le programme du Salon de l'Association des maires d'Île-de-France se poursuit. Restez connectés pour vous tous qui êtes en ligne avec nous.